Bonjour, je suis le professeur Jean-Philippe Reynaud, je suis chef de service en psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent au CHU de Toulouse à l'hôpital Purpan. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un trouble auquel les infirmiers sont souvent confrontés dans leur pratique. Ce sont les troubles liés aux stresseurs chez l'enfant et l'adolescent. Concernant le psychotraumatisme, je vous conseille cet article que nous avons publié en 2020 avec mon équipe et qui s'intitule « Le psychotraumatisme chez l'enfant et l'adolescent, données actuelles et perspectives ». Je le tiens bien sûr à la disposition de vos responsables de formation. Alors tout d'abord une définition des troubles de l'adaptation. Alors ça c'est dans la CIM-10, qui est la classification internationale des maladies. C'est la classification qui est utilisée dans tous les hôpitaux publics français pour toutes les spécialités, y compris la psychiatrie. La CIM-11 est déjà publiée, mais n'est pas encore utilisée dans les hôpitaux français, ce qui est dommage. Donc les troubles de l'adaptation, c'est aussi ce qu'on appelle dans le DSM-5, la classification américaine des troubles mentaux, les troubles liés aux stresseurs. Eh bien, ce sont des troubles caractérisés par une réaction non adaptée qui entraîne une perturbation de l'adaptation sociale ou scolaire de l'enfant, ou bien une réaction exagérée de l'enfant par rapport à la gravité du stresseur. Et cette réaction non adaptée, elle est liée à un facteur de stress identifiable. Et elle débute dans les 3 mois qui suivent la survenue du facteur de stress. Alors attention, tous les stress ne sont pas des stress traumatiques ou psychotraumatiques. Il y a des stress classiques, on va dire. Par exemple, avoir du bruit dans sa maison, s'engueuler régulièrement avec son patron. Et puis, il y a des stress traumatiques où, vous allez voir tout à l'heure, que la particularité, c'est d'être confronté à une menace de mort. Alors, en ce qui concerne les troubles liés aux stresseurs classiques, comment ils évoluent? En général, ils évoluent de façon favorable, spontanément, en quelques mois. Les manifestations disparaissent quand le facteur de stress disparaît. C'est pour ça que la principale proposition thérapeutique, c'est de supprimer le facteur de stress. Le conflit, le bruit, la colère, etc. Et puis, ça peut être chez l'enfant quand un nouveau niveau d'adaptation est atteint. C'est-à-dire que l'enfant a grandi ou bien que l'enfant a trouvé des manières, des stratégies pour s'adapter à son stresseur. Alors il y a différents facteurs de stress, des facteurs de stress aigus et des facteurs de stress chroniques. Alors je peux donner comme exemple, comme facteur de stress aigu, des déménagements, un changement d'école. Alors ça paraît pas très grave, mais ça peut énormément perturber les enfants. Chez vous, dans le domaine médical, ça peut être l'aggravation d'une maladie ou l'annonce d'une maladie, même si cette maladie n'est pas forcément mortelle ou très très grave. Et puis les facteurs de stress chroniques, ça va être une maladie chronique, comme par exemple le diabète, comme la mucoviscidose, une insuffisance rénale chronique qui nécessite par exemple beaucoup d'examens, des dialyses, etc. Ça peut être aussi des conflits familiaux, ou ça peut être aussi l'obligation de placer un enfant en foyer ou en famille d'accueil. Alors il y a différentes formes cliniques de troubles de l'adaptation en fonction de la symptomatologie qui domine. Dominante anxieuse, lorsque ce sont des éléments anxieux qui dominent. Les enfants peuvent être angoissés, phobiques, avoir même des troubles obsessionnels. Ça peut être une dominante dépressive, avec des enfants qui vont être tristes, ralentis, perdre l'envie de faire les choses, se culpabiliser par rapport à certaines situations, par exemple par rapport aux conflits familiaux. Souvent les parents, quand ils divorcent, les enfants pensent que c'est de leur faute. Il peut y avoir aussi des comportements régressifs, des enfants qui se remettent à être énurétiques, à faire pipi au lit, à faire pipi à la culotte, à sucer leur pouce ou à parler comme un bébé. Là, l'événement stressant, ça peut être par exemple la naissance d'un frère ou d'une sœur. Et puis, il peut y avoir aussi des manifestations au niveau du comportement, des perturbations des conduites, avec des enfants qui se mettent à développer des colères, de l'agressivité, mais aussi ça peut être en creux, en négatif, des enfants qui se mettent à être dans des comportements de retrait social
et d'inhibition. Alors la caractéristique, quand c'est un facteur de stress qui est à l'origine de tout ça, c'est que ça débute quasiment, on peut dater quasiment le début de toutes ces manifestations, puisque avant il n'y avait pas de facteur de stress, et puis depuis quelque temps, l'enfant développe le stress. Et puis, si on supprime les facteurs stressants, les stresseurs, eh ben, le trouble disparaît. C'est très impressionnant. Alors, il y a une catégorie particulière qui est le syndrome de stress post-traumatique. D'abord, il faut savoir qu'un événement est traumatique ou psychotraumatique quand il a trois caractéristiques. Premièrement, il survient de façon soudaine et inattendue. Deuxièmement, il est associé à une menace pour la vie ou l'intégrité du sujet, l'intégrité physique du sujet. Et troisièmement, il dépasse le cadre des expériences normales de la vie. Il est normal qu'un enfant fasse l'expérience de tomber, de s'engueuler avec un copain, de se bagarrer un petit peu, etc. Mais là, il faut que ça dépasse ce cadre-là, c'est-à-dire que ça puisse être très stressant, très aigu et menaçant éventuellement pour l'intégrité physique ou la vie de l'enfant. Il faut savoir aussi qu'un enfant peut être témoin d'un événement traumatique, assister à un accident, assister à la mort de quelqu'un, et qu'à ce moment-là, bien entendu, il s'agit d'un événement psychotraumatique pour lui, même s'il n'a pas été personnellement menacé. Alors on distingue deux types de traumatismes pour compliquer un peu les choses. Les événements traumatiques uniques et qui sont limités dans le temps, c'est un traumatisme de type 1, c'est one shot. Par exemple, un accident, une catastrophe naturelle, un attentat. On va voir tout à l'heure quelques illustrations. Et puis le traumatisme de type 2, c'est un traumatisme qui fait suite à une exposition à un événement traumatique sur une longue durée ou bien un événement traumatique qui est répété. Par exemple, des abus sexuels, une maltraitance physique répétée, du cyber ou du harcèlement physique répété, du cyberharcèlement ou du harcèlement dans la vraie vie. Mais ça peut être aussi des tortures, ça peut être des situations de guerre, etc. Là, je vous ai mis des illustrations. Traumatisme de type 1, de type collectif, c'est l'attentat de Nice sur la promenade des Anglais le 14 juillet 2016. Donc ça, c'est un attentat, un traumatisme de type 1 collectif. Traumatisme de type 1, toujours individuel, c'est un accident de la voie publique. Vous en recevrez plein si vous travaillez comme infirmier aux urgences pédiatriques. Et puis, traumatisme de type 2, c'est-à-dire, rappelez-vous, c'est répété, c'est dans la durée, vous avez les abus sexuels, et vous avez ce film, je ne sais pas si vous le connaissez, qui est sorti en 2018, qui est un film qui s'appelle Les Chatouilles, et on voit une petite fille qui est régulièrement victime d'attouchement d'un proche de la famille. Vous savez que dans la très très grande majorité des cas, les abus sexuels sur les enfants sont effectués par des membres de la famille ou des très très proches de la famille. Alors, quels sont les principaux signes cliniques du syndrome de stress post-traumatique chez l'enfant? Ce sont les mêmes que ceux qu'on vous a présentés chez l'adulte, mais avec des particularités liées à l'enfant ou à l'adolescent. Premièrement, donc, il y a le fameux trépied, remémoration, évitement, hyperréactivité neurovégétative. Remémoration, ça veut dire que l'enfant va revivre en permanence, de façon répétée, ce qu'on appelle des reviviscences ou des réminiscences. Il va avoir tout le temps des images qui vont s'imposer à lui. Il va revivre l'événement traumatique de façon très répétée. Deuxièmement, évitement persistant des stimuli. Ça veut dire que l'enfant va essayer d'éviter de se confronter, de se mettre en situation où le traumatisme pourrait se répéter. Et ça va avoir comme effet un émoussement de la réactivité de cet enfant et de l'intérêt de cet enfant. Il va un petit peu réduire son champ d'intérêt pour éviter d'être confronté à des situations qu'il a déjà connues et qui l'ont traumatisé. Le troisième élément du trépied, c'est l'hyperréactivité neurovégétative, c'est-à-dire ce sont des enfants qui vont réagir de façon très forte avec des signes physiques, sudation, sursaut, accélération du rythme cardiaque, du rythme respiratoire, au moindre événement, même si c'est un événement qui n'est absolument pas en lien avec l'événement traumatique initial. À ces trois éléments du trépied, vous pouvez ajouter des comportements d'hypervigilance. On parle d'hypervigilance anxieuse. C'est très typique chez le petit bébé qui est victime de maltraitance ou d'abus sexuels, parce que ça arrive. Ce sont des bébés qui n'ont pas le moyen de s'exprimer avec les mots, donc ils s'expriment ils ne peuvent pas non plus avoir des comportements de protection ou d'évitement face à des craintes. Donc ils vont avoir une espèce d'hypervigilance
on parle d'hypervigilance gelée du regard, c'est-à-dire qu'ils vont avoir leurs yeux qui vont être en permanence en train de surveiller si quelque chose ne leur tombe pas dessus ou si cet adulte qui s'approche d'eux n'est pas dangereux. On peut voir également des manifestations d'irritabilité et de colère, des difficultés de concentration. Donc, face à un enfant qui a du mal à se concentrer en classe, etc., au lieu de partir tout de suite sur un diagnostic de trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, il faut toujours poser une question qui est très simple. Depuis quand sont arrivés ces troubles de la concentration? Et s'ils sont récents, hein, rappelez-vous, hein, dans les quelques jours qui suivent l'exposition aux facteurs de stress, eh bien, on va écarter tout de suite un TDAH, puisqu'un TDAH, par définition, c'est un trouble neurodéveloppemental et il existe depuis très longtemps. Il y en avait déjà des manifestations chez l'enfant tout petit. Des troubles du sommeil, avec des cauchemars, on va y revenir, des troubles anxieux et des troubles de l'humeur, et notamment cette fameuse culpabilité que peut avoir l'enfant. C'est-à-dire que, par exemple, on voit chez les enfants qui sont victimes d'abus sexuels, des enfants qui se culpabilisent parce qu'ils pensent que c'est de leur faute. Si l'adulte est passé à l'acte, ils pensent qu'ils ont été trop séducteurs ou qu'ils ont été trop amoureux de cet adulte. La règle, elle est simple, il est interdit de profiter de la fragilité d'un enfant pour passer à l'acte avec lui sur le plan sexuel. Alors, les différentes manifestations de réminiscence, de répétition, de reviviscence chez les enfants, vous pouvez avoir des jeux répétitifs. Les enfants, ils se mettent à jouer à la guerre, ils se mettent à jouer à l'accident de voiture, ils se mettent à jouer parfois au traumatisme sexuel. Donc ce sont des jeux répétitifs, ça peut aussi se traduire, on va le voir après, à travers des dessins. Donc là, je voulais illustrer avec un enfant qui... c'est un enfant que je suivais en thérapie, et je me suis permis de mettre sa photo parce qu'il est masqué. Donc là, il s'était déguisé en personnage de terroriste. C'est quelques jours après la tuerie qui avait eu lieu à Toulouse en 2012 dans une école, où des enfants avaient été tués à bout touchant par un terroriste. Et cet enfant joue à ça, donc il s'est fabriqué un casque de moto sur lequel il a essayé d'écrire le nom du terroriste, et puis il prend les stylos qui sont dans mon bureau et il s'en sert comme si c'était des fusils. Vous voyez une petite caractéristique, c'est qu'ici vous avez un poisson d'avril, puisqu'on est le 1er avril, quelques jours après la fameuse tuerie. Ça veut dire aussi que quand même cet enfant se rend compte qu'il fait semblant, qu'il met en scène la situation, il met en scène quelque chose qu'il a énormément traumatisé, énormément inquiété. C'est possible que quelqu'un vienne, qu'un méchant vienne dans mon école et nous tue, hein, mais il est quand même capable, quelques jours après, de le mettre en scène comme quelque chose de symbolique et de virtuel. Comme une blague presque. Hein. Donc les flashbacks, c'est lorsque les enfants ont ces idées qui s'imposent à eux, ou ces images qui s'imposent à eux, hein, dans la journée. Et puis les cauchemars, c'est la nuit, c'est pendant le sommeil, toujours les mêmes événements dont ils revoient des images un petit peu en boucle comme ça, et du coup ça peut aller jusqu'à créer chez eux des peurs d'avoir peur, donc des troubles de l'endormissement, des troubles du coucher, des troubles avec des réveils nocturnes et des réveils très tôt le matin. Donc ça c'est pour les réminiscences, et je vous ai dessiné, enfin je vous ai montré aussi des dessins d'enfants. Ça ce sont des dessins très répétitifs que faisaient certains patients après un événement qui a eu lieu à Toulouse, une catastrophe industrielle qui a eu lieu en 2001, le 21 septembre 2001, vous en avez peut-être entendu parler, c'est l'explosion d'une usine chimique, AZF, à Toulouse, et vous voyez que cet enfant dessine de façon répétitive à la fois les morts, à la fois les vitres qui étaient cassées, vous voyez en même temps qu'il a un petit trouble d'apprentissage du langage écrit, une petite dysorthographie. Et puis, pourquoi est-ce qu'il met ici qu'il y a des avions qui bombardent? Parce qu'on est 10 jours après le 11 septembre 2001 et que 10 jours avant, à New York, il y avait eu des attentats avec des avions qui étaient entrés dans les tours jumelles en particulier, et que les enfants avaient vu ces images en boucle à la télévision, ce qui a un effet psychotraumatique. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ils peuvent être victimes ou ils peuvent assister à l'événement traumatique. C'est pour ça aussi qu'il faut faire très attention à ce qu'on leur montre comme film ou comme série à la télévision ou sur Internet. Alors, quels sont les principes du traitement? Pour aller vite, hein, il y a 3 grands principes, enfin il y a des principes généraux en 3 phases. Premièrement, des soins immédiats, je vais détailler, avec notamment ce qu'on appelle le diffusing, des soins post-immédiats avec le debriefing et ce qu'on appelle les IPPI.
je vais vous détailler ça. Et troisièmement, la prise en charge à court, moyen et long terme avec les psychothérapies, thérapie comportementale et cognitive, approche psychanalytique, EMDR, je vais vous expliquer ce que c'est, hypnose et traitement médicamenteux éventuellement. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que les infirmiers sont tout à fait appelés à intervenir. Alors parfois dans le diffusing, si vous êtes bénévole par exemple, volontaire pour la CUMP, la cellule d'urgence médico-psychologique, qui part avec le SAMU tout de suite quand il y a une catastrophe ou un accident. Donc là, vous allez faire des soins immédiats et du diffusing, mais vous pouvez aussi faire partie, bien sûr, d'une équipe comme la nôtre, puisque nous avons ici une équipe enfants-ados du Centre régional du psychotraumatisme Occitanie, le CERPOC, ici à Purton, avec une infirmière qui y travaille. Alors, les soins immédiats, c'est le diffusing, l'intervention psychologique immédiate, sur les lieux même de la catastrophe ou de l'agression. C'est ce qu'on appelle le déchocage ou le désamorçage, et c'est une fonction d'accueil et de réintégration de l'enfant au monde des vivants. C'est-à-dire qu'on va l'accueillir, on va le sécuriser, on va le rassurer, on va lui faire un petit peu raconter ce qui s'est passé, et on va essayer de le remettre dans une ambiance qui le ramène à une réalité après ce choc qui a été extrêmement désorganisateur. La prise en charge post-immédiate, c'est ce qu'on appelle le débriefing et l'IPPI, l'intervention psychothérapique en post-immédiat, pas tout de suite, un peu après. Et là, vous avez le débriefing. Alors le débriefing, vous savez, c'est faire raconter aux enfants ce qu'ils ont vécu. Aujourd'hui, il n'y a pas de preuve de l'efficacité du débriefing, et donc il est à éviter. Il y a encore des maires de grandes villes qui appellent les gens à faire du débriefing. Ce n'est pas une bonne idée. Par contre, les IPPI, c'est des interventions psychothérapiques en post-immédiat qui sont destinées à des victimes volontaires présentant des symptômes psychotraumatiques majeurs ou non dans la semaine ou la quinzaine qui suit l'événement. Alors il existe également les thérapies comportementales et cognitives centrées sur le traumatisme, les TFCBT en anglais. Alors ce sont des thérapies qui ont une efficacité démontrée, c'est celle aujourd'hui qu'on essaye d'utiliser le plus possible. Elles sont limitées dans le temps, il y a en général en moyenne 12 à 16 sessions. Elles sont délivrées de façon séquentielle avec 10 composantes que je vais vous détailler. Donc les 10 composantes, c'est de la psychoéducation, des compétences parentales. On propose aux parents d'acquérir un certain nombre ou de renforcer un certain nombre de compétences pour pouvoir mieux s'occuper de leur enfant suite à un traumatisme, des compétences en relaxation, un travail sur la régulation des émotions, la régulation des affects, des capacités cognitives de coping. Le coping, c'est la façon dont on fait face à un évitement. Donc on va travailler en thérapie cognitive et comportementale avec les parents comment faire mieux face à cet événement. Le récit du traumatisme, bien entendu, ce qu'on appelle le processus de distorsion cognitive. On va travailler sur cette distorsion, c'est-à-dire la façon dont on peut parfois percevoir de façon erronée, tordue, modifiée, certains événements ou certains comportements, tout simplement parce que le psychotraumatisme va modifier notre perception. Par exemple, on va être plus méfiant, ou on va interpréter comme agressif certains comportements, etc. La maîtrise in vivo des éléments activateurs du traumatisme, c'est-à-dire on va essayer de repérer avec l'enfant qu'est-ce qui déclenche le traumatisme ou qu'est-ce qui déclenche les réminiscences, etc. Et on va travailler ça avec lui. In vivo, ça veut dire en situation. Des sessions parent-enfant, et puis on va aussi augmenter la sécurité de l'enfant dans le futur, de façon très concrète, très pragmatique. Par exemple, pour un enfant qui a été victime d'agression physique, on va par exemple lui proposer d'avoir des stratégies de fuite ou des stratégies d'évitement ou des stratégies de se défendre, d'autodéfense. Voilà, donc la TCC, la thérapie cognitive et comportementale centrée sur le traumatisme, elle va combiner de l'exposition, on va exposer l'enfant, soit de façon en imagination, soit de façon réelle, à des situations qui rappellent le traumatisme. On va associer du remodelage cognitif, modifier, restructurer, faire de la restructuration cognitive, modifier les perceptions, essayer de montrer à l'enfant qu'il y a plusieurs façons de voir les choses, qu'il y a des façons aussi de faire face. Et puis donc faire face, ça veut dire améliorer les capacités de coping de l'enfant. Alors il y a d'autres approches psychothérapiques qui peuvent être utilisées, la psychothérapie de soutien, l'approche psychodynamique ou psychanalytique, ce que l'on appelle l'EMDR, le Eye Movement
Sensitization and Reprocessing, ça veut dire, vous savez, l'utilisation de mouvements, vous en avez peut-être entendu parler après un traumatisme. Ça peut être, aujourd'hui on peut dire quand même qu'on peut l'utiliser parce qu'il commence à y avoir des données probantes sur l'efficacité, surtout chez l'adulte, mais un petit peu aussi chez l'enfant et l'adolescent. L'hypnose peut être également utilisée, et on peut utiliser aussi l'approche systémique ou l'approche familiale, notamment quand le traumatisme a concerné toute la famille. Dans un traumatisme comme le traumatisme de Nice, par exemple, dont je parlais tout à l'heure, nos collègues ont beaucoup utilisé une approche familiale. On peut également utiliser une thérapie de groupe lorsque, par exemple, toute une classe d'élèves a été victime d'une attaque ou de quelque chose qui les a terrifiés. Enfin, on utilise aussi les techniques à médiation corporelle qui permettent, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait une espèce de surréactivation, surréactivité, hyperréactivité physique chez ces enfants. Eh bien, on va essayer d'utiliser des techniques de relaxation à médiation corporelle qui sont très intéressantes avec ces enfants. Alors, les traitements médicamenteux, en réalité, il y a très peu de données scientifiques qui sont en faveur de tel ou tel traitement. Aujourd'hui, aucun traitement médicamenteux n'est spécifique ou n'est important pour le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant. Les approches psychothérapiques centrées sur le traumatisme doivent être privilégiées, et la prescription de médicaments est purement symptomatique. On va donner des fois un petit anxiolytique, une benzodiazépine, éventuellement un antidépresseur. Et surtout, en fait, c'est pour prendre en charge des symptômes ou des comorbidités. Et en général, toujours chez l'enfant, ce sont des traitements de courte durée. Alors en conclusion, les messages à retenir, c'est que le concept de trouble de stress post-traumatique s'est beaucoup diffusé depuis les années 80, que c'est un sujet d'actualité parce que nous sommes confrontés les uns et les autres dans notre pratique clinique à des parcours migratoires avec des traumatismes, à des catastrophes industrielles, à des pandémies, comme ça a été le cas depuis 2 ans, à des guerres. Jamais on n'aurait cru qu'on reverrait des enfants avec des traumatismes de guerre, traumatismes physiques ou traumatismes psychiques. On a également dans les enfants qui rentrent de zones de regroupement d'activités terroristes, des enfants qui ont vécu la guerre et qui ont assisté à des événements traumatiques importants. Vous savez que ces enfants-là sont suivis de très très près quand ils reviennent en France. Nous les suivons, nous, au centre régional psychotrauma, les violences familiales, bien entendu, et il ne faut pas oublier que nous, les soignants, nous pouvons être traumatisants avec nos soins, y compris chez les tout petits bébés, chez le nouveau-né, chez le grand prématuré, par exemple, où on sait qu'il y a des traumatismes cumulatifs, avec toutes les ponctions, avec tous les bruits, toutes les lumières, tous les petits bip-bip que les enfants vivent, et les sondes nasogastriques, etc. Et on sait que ça a un effet sur le développement des enfants. Et aujourd'hui, on prend beaucoup de précautions dans ces soins physiques aux enfants. C'est un trouble sévère, il faut le retenir, par sa durée, par ses symptômes et par son impact sur le développement. Sa prévalence est encore sous-évaluée. En général, le trouble de stress post-traumatique chez l'enfant n'est pas toujours recherché, mais il se développe aujourd'hui des centres régionaux un peu partout en France et 2 centres nationaux, donc on va certainement faire beaucoup de progrès, notamment pour accumuler des connaissances sur les spécificités pédopsychiatriques et à l'adolescence de ce trouble, et puis également pour faire une prise en charge plus précoce en raison de l'impact et du pronostic. Enfin, il faut développer bien entendu la recherche, l'information et la formation. Notre service et notre pôle au CHU de Toulouse a développé tout un programme de recherche et de formation sur le psychotraumatisme. Voilà, je vous remercie et à bientôt.